l'idée, c'est de faire un petit détour par les repas, la façon dont ils sont conçus, la façon dont ils sont pris, mais aussi en amont sur les achats. Donc on a un certain nombre d'acteurs. Monsieur Cruz en premier va s'exprimer sur les aspects réglementaires et vous allez voir que le lien avec la RSE dont on a parlé juste avant est tout naturel. On aura aussi un moment avec le GCS Achat qui a une filière alimentation qui pourra vous aider ou qui peut vous aider dans votre choix de fournisseur. Et enfin, Sérénut, en la personne de sa directrice, Mme Carole Villemontex, qui s'exprimera sur les aspects qualitatifs aussi des menus et des ingrédients. Et enfin, Mme Cotin présentera l'écolabel qu'on a déjà nommé ce matin. Voilà, sans plus tarder, vous pouvez prendre le micro que vous voulez. Bonjour à tous, Hugues Cruz, je travaille à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. La DRAF qui est un service déconcentré du ministère de l'Agriculture, donc en région, et je travaille donc plus particulièrement à l'unité alimentation. Je suis d'un peu plus près dans mes missions les sujets qui touchent la restauration collective, mais aussi par ailleurs les projets alimentaires territoriaux dont vous avez peut-être entendu déjà parler. Par ailleurs, merci déjà tout d'abord au CECA de nous avoir fait signe pour venir vous parler un petit peu de ce sujet loi Egalim et climat résilience et ma cantine, pour faire un petit peu le point sur votre secteur d'activité. Et pour commencer, je vous propose de faire un petit rappel justement alors je sais pas, il faut que je prenne la télécommande. Ok. Un petit point, oui, de rappel de cette loi Egalim d'octobre de 2018 et qui a été complétée donc par la loi Climat Résilience d'août 2021. L'idée, c'est, vous l'aurez compris, de favoriser une alimentation saine, durable et de qualité. Au départ, c'était aussi de mieux équilibrer les relations entre les producteurs, transformateurs et les consommateurs également sur le terrain. Donc 5 principales mesures qui s'imposent à la restauration collective, qui est, je le rappelle, un secteur prioritaire pour nous, puisqu'il est un levier très important pour diffuser cette loi Egalim et pour cette alimentation saine et durable, puisque ça représente plus de 4 milliards de repas annuels, 450 millions en Nouvelle-Aquitaine. Donc ces 5 mesures, elles sont la plus connue d'entre elles et que certains d'entre vous doivent déjà connaître et pratiquer par ailleurs. C'est celle qui concerne les achats durables et de qualité. Ce qui est demandé, donc, c'est 50% de produits durables et de qualité dans vos achats, dont 20% de bio. Voilà, donc ça c'est la mesure phare. Et depuis le 1er janvier 2024, on vise même le 60% de produits bio et durables pour les familles viande et volaille. Et poissons et produits de la mer également. Un autre point qui est aussi attendu dans cette loi, c'est le repas végétarien hebdomadaire, en restauration collective toujours. Ensuite, l'information aux convives, qui était au départ une fois par an sur un site internet ou bien sur les affiches que vous pouvez avoir dans vos sites de restauration. Depuis le 2021, elle est obligatoire en permanence, cette information. Également un thème très important qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. On l'évoquait tout à l'heure dans les critères de suivi, tous ces critères qui concernent le développement durable. Donc on a l'obligation, enfin les établissements ont l'obligation de réaliser un diagnostic sur le gaspillage alimentaire depuis cette loi. Enfin, nous avons toujours dans ce domaine de l'amélioration pour avoir un environnement durable, la substitution du plastique avec la suppression de tous les ustensiles plastiques et des contenants plastiques. Vous trouverez évidemment toutes ces informations sur un site phare du ministère qui s'appelle Ma Cantine et dont je vais vous parler un peu plus avant. Alors, Ma Cantine, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil d'accompagnement, d'abord. C'est aussi un outil de diffusion et de télédéclaration. Outil d'accompagnement, pourquoi ? Parce qu'il fallait pouvoir éclairer un petit peu plus tous les responsables de sites et gestionnaires de restauration collective sur toutes ces lois et avec les guides qui ont été produits par le CNRC, c'est le Comité national pour la restauration collective. Et donc ces guides, ils sont disponibles sur le site. Et je vous invite évidemment à les consulter pour mieux
comprendre l'évolution aussi également de cette réglementation. À savoir aussi que cette loi Egalim, et notamment cette amélioration de l'alimentation pour une alimentation durable, elle fait partie des PPG. Les PPG, c'est les politiques prioritaires gouvernementales. C'est la 7e politique prioritaire gouvernementale. Donc elle est suivie de près par les préfets dans les départements. Et à ce titre, donc, on a des chiffres qui permettent de suivre ce pilotage et suivre notamment les inscriptions des gestionnaires de sites publics privés sous Ma Cantine, dans tous les secteurs d'activité. Je le disais, donc, on accompagne les gestionnaires avec ce site Ma Cantine, hein, dans les lois Egalim et Climat Résilience, mais aussi ça permet de diffuser tout et publier donc toutes les données que vous souhaitez enregistrer et afficher auprès du public. Et on le disait tout à l'heure, hein, c'est important. On parlait de feuilles pour l'environnement, 3 feuilles vertes, c'est le top quand on est établissement, un EHPAD ou autre établissement médico-social. Mais on peut aussi le faire via Ma Cantine, puisque vous avez cette publication des données qui est possible et qui vous permet de communiquer vos bons résultats dans les différents domaines évoqués juste en ouverture de ces slides, sur donc les achats durables notamment. Vous affichez auprès de vos convives, auprès de vos clients, pas vos clients mais vos usagers et des patients, les bons résultats de vos établissements. Ça, c'est donc pour la partie publication et diffusion des données. Enfin, une vocation importante de cette plateforme, c'est aussi de télédéclarer annuellement, puisque c'est obligatoire hein, depuis 2022, télédéclarer donc vos données d'achat de produits durables et de qualité, toujours sur ce site, et ceci dans l'optique d'un rapport annuel qui est remis au Parlement chaque année. Donc le rapport n'est pas encore remis là, pour les données 2023, ça ne saurait tarder, mais enfin sachez qu'il est chaque année remis un rapport au gouvernement pour connaître un petit peu la situation sur ces achats durables de qualité et bio. On va faire un petit point maintenant de situation sur et puis plutôt rappeler les objectifs nationaux sur Ma Cantine. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un outil de suivi, oui, pour le ministère, mais pour aussi les préfets. On cible 84 500 cantines, seulement 48% d'entre elles aujourd'hui sont inscrites sur le site. Donc, à discerner cette phase inscription et cette phase télédéclaration, puisque malheureusement, seulement 42% des inscrits ont télédéclaré leurs données. Je rappelle, c'est une obligation hein, depuis 2022 de télédéclarer ces données. Donc ça représente mécaniquement seulement 20% du total des établissements. On peut voir dans le bas de la slide le taux de bio moyen qui est atteint, puisque c'est l'objectif, je vous rappelle, l'objectif 20-50, 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Au niveau national, on est à 14 en bio moyen, et on est en taux Egalim, c'est-à-dire les 16 et 14 hein, ajoutés, on est à 30% de produits durables et de qualité. Donc il y a une petite route à parcourir encore pour arriver à nos 50-20, mais on est sur la voie, on va dire. Vous avez aussi un graphique qui vous représente le type les inscrits en fonction du secteur d'activité, évidemment surreprésentés par l'enseignement. Le médico-social lui aussi est très représenté, compte tenu du nombre important de sites. Malheureusement, on va se rendre compte que sur la partie taux de bio et produits durables, on est un peu moins bien. Alors, on fait un focus maintenant sur la Nouvelle-Aquitaine. Hein. On a à peu près les mêmes taux de participation et d'inscription. On cible 8854 établissements et nous n'avons à l'heure actuelle que la moitié à peu près d'inscrits pour un taux de télédéclaration qui est 50% aujourd'hui. Alors attendez, non, pardon, on est à 43% des inscrits. Voilà, on est à peu près, comme je vous le disais, sur le même niveau que le niveau national. Idem sur le taux de produits durables et de qualité, on est à 27%.
Je vous rappelle 30% au niveau national et 13% en bio moyen. Si on fait un autre focus maintenant sur le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le médico-social et la santé, alors je vous ai mis aussi les chiffres santé pour mémoire, mais sur le nombre de sites estimés par la base Récital. La base Récital, chez nous, c'est celle qui nous permet d'établir la cible du nombre d'établissements qu'on attend en termes d'inscription. On est à 2352 établissements pour le médico-social et donc seulement 39% d'inscrits pour l'instant et donc une marge de progression encore importante attendue. Le nombre de cantines qui ont télédéclaré pour le médico-social, 520. J'ai indiqué le nombre de repas, hein, c'est vrai que c'est toujours des chiffres assez évocateurs. Donc, par contre, on n'est qu'à 22% du total des inscrits. Donc là aussi, il y a besoin de progresser. Pour information, je passe assez vite hein, sur le total santé et médico-social. On est à 58% des inscrits et 25% du total. Pour faire un focus sur maintenant les taux de réalisation sur les achats durables et de qualité, donc les fameux 50-20, en objectif, comme je vous le disais très rapidement tout à l'heure, on est seulement à 2,94, donc 3% sur le médico-social, et 10%, c'est-à-dire c'est la somme des produits bio plus les produits durables et de qualité, seulement à 10,62% sur ces produits-là. Voilà. Alors, étant entendu qu'on est bien d'accord, sur les produits durables et de qualité, on ne parle pas de local. C'est une autre notion, le local, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure dans nos discussions. Un petit point également sur le reste des mesures évoquées tout à l'heure, hein, sur la mise en place de la lutte contre le gaspillage, sur la diversification des menus, c'est-à-dire l'incorporation des menus de l'assiette verte, hein, de la substitution des protéines animales par les protéines végétales. Hein. Ce qu'on a ici comme les taux affichés sont les taux de mise en œuvre hein, pour les établissements qui ont télédéclaré des données. Voilà. Donc on se rapporte aux 520 établissements de tout à l'heure. Donc là, c'est pour la Nouvelle-Aquitaine, tout secteur confondu. Et on va faire un petit focus sur le médico-social, où on a 25% des établissements qui ont télédéclaré, qui ont commencé à faire un travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. 5% seulement sur la diversification des menus, donc l'incorporation de protéines végétales dans les menus. 28% sur l'interdiction du plastique, donc les remplacements des contenants plastiques. Et 18%, bon, l'information des convives, c'était, comme je vous disais, l'affichage sur les sites internet et également l'affichage papier sur les sites de restauration. Pour évoquer rapidement quelques pistes d'amélioration, on parlait là à l'instant de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle est identifiée comme une voie de progression importante dans vos établissements et les établissements de santé aussi d'ailleurs. Et là-dessus, je vous recommande la lecture d'un guide que nous avions financé, la DRAF, il y a de ça 4 ans à peu près, auprès du CHU de la Haute-Saintonge. Et je pourrais mettre en référence, si vous voulez, sur les livrables que vous laisserez à disposition, le lien vers ce guide, parce qu'il est un peu lourd à télécharger. Donc, il faut prévoir le lien et la place qui vaut bien. Donc ce travail sur le gaspillage alimentaire, il est source d'économies importantes, hein, c'est ce qui ressort en partie du guide, hein, et notamment pour pouvoir, parce que c'est un peu la clé de voûte toujours ce budget, pouvoir ensuite acheter des biens peut-être un peu plus onéreux, des biens de qualité. Et donc, dans la suite logique, il y a l'accompagnement aux achats durables de qualité et bio, et ça, on va l'évoquer avec les intervenants suivants, importants. Donc, un travail sur le sourcing, la constitution des marchés, donc incorporer Egalim dans les marchés publics pour ceux qui sont concernés,
La mise en relation avec les plateformes de massification de l'offre et les produits de qualité. Alors ça, on a un maillage en Nouvelle-Aquitaine, justement, qui est intéressant d'utiliser pour s'approvisionner. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, la mise en œuvre du menu végétarien, qui peut être source aussi d'économie sur les budgets, de pouvoir axer les menus vers les protéines végétales, notamment à travers les légumineuses. Enfin, pour améliorer tous ces scores, on peut, je le disais en introduction, utiliser le site Ma Cantine pour suivre les rendez-vous de formation, de webinaires, toutes les vidéos qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site, notamment le site qui a évolué, puisque depuis l'année dernière, on a un suivi qui est possible de l'évolution de tous les établissements qui s'inscrivent, leur évolution et toutes les informations qui les concernent, elles sont disponibles sur le site du ministère, data.gouv. Il ne faut pas hésiter à s'y rendre et suivre donc ces scores qui sont affichés sur les produits bio et les produits durables et de qualité. Une petite info, oui, concernant la plateforme toujours, sur les télédéclarations annuelles, je rappelle, ces fameuses télédéclarations obligatoires depuis 2022. Une saisie simplifiée aujourd'hui est pratiquée avec seulement les 10 valeurs d'achat qui sont à télédéclarer pour tous. Ça va être la même chose pour cette année pour essayer d'inciter à aller sur cette saisie, à aller s'inscrire et aller sur cette saisie primordiale pour le fameux rapport au Parlement annuel. Également, une des simplifications qui va être maintenue pour la prochaine campagne 2025, donc qui va débuter du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2025. Donc ce sera la télédéclaration des données concernant les achats sur 2024. Cette télédéclaration, elle sera simplifiée pour les restaurants satellites. Je ne sais pas si parmi vous, vous êtes concernés. Avec une cuisine centrale qui pourra toujours faire la télédéclaration pour le compte de ces cuisines satellites. Il faut savoir que ça, c'est une dérogation. Théoriquement, toutes les cuisines satellites sont censées télédéclarer, mais pour faciliter la mise en route de cette saisie, le ministère autorise une saisie globalisée. Petit rappel de point de vigilance pour les personnes qui veulent s'inscrire sur Ma Cantine. Il faut penser lieu de restauration, ça c'est très important. Alors c'est vrai que les points de vigilance, ils concernent pas mal les établissements scolaires, puisque c'est en lien avec le numéro le numéro de SIRET fourni par l'Éducation nationale, mais ça peut se rapporter aussi aux EHPAD et à vos établissements. Bien s'attacher au SIRET, ça c'est très important. Votre établissement, un SIRET, et c'est lui qui va permettre l'entrée et l'inscription sous Ma Cantine. Donc les cuisines centrales, je l'ai dit juste avant, si elles ont saisi d'ores et déjà pour les satellites, on est bon. Au niveau temps, on n'est pas bon. On va avancer. Oui, c'est sur les changements de référent. Bon, on va passer sur les points de vigilance. Je veux juste vous rappeler, très important, oui, que pour la saisie, un outil intégré existe pour saisir vos achats directement sur Ma Cantine. Pas la peine de ramener un fichier ou autre chose. Vous avez cette saisie qui est intégrée dans le logiciel, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un moyen beaucoup plus simple de saisir et de le faire au fur et à mesure. Juste avant que je donne la parole j'aimerais juste savoir dans la salle qui est inscrit, juste pour avoir une idée de qu'est-ce qui est inscrit sous Ma Cantine. Ça fait pas beaucoup. Bon. Redonner le seuil à partir duquel c'est une Oui. obligation. Alors, le seuil de, pardon ? Pour lequel c'est une obligation, qu'est-ce que vous appelez une cantine ? Alors, le seuil d'obligation, il est pour toutes les cantines. Toutes les cantines, quelle que soit la taille. Il n'y a pas de... Mais les crèches sont concernées aussi, il faut le savoir. Donc, toutes les cantines qui servent du public et donc privées, les statuts publics privés, tout le monde est concerné. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, j'en ai terminé. Les liens pour aller vers les différentes informations que je viens d'évoquer sont en fin de présentation et il ne faudra pas hésiter à y aller en tant que de besoin.
Voilà. Et à l'écoute de vos questions tout à l'heure, discussion si vous le souhaitez. Donc je passe la parole au GCS Achat. Merci. Bonjour à tous, Vincent Martinez, donc directeur adjoint du groupement de coopération sanitaire Achat en santé Nouvelle-Aquitaine. C'est une centrale d'achat en fait qui intervient sur un certain nombre de filières d'achat, de familles de produits au bénéfice d'établissements de santé et médico-sociaux. On a un peu plus de 150 adhérents, donc utilisateurs de nos filières sur la région, dont les 12 GHT, donc les groupements hospitaliers de territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a une filière alimentaire qui s'appelle le Gara, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, et sur laquelle mon collègue Rani vous dira quelques mots dans quelques minutes. Pour commencer ce propos, donc l'idée est un petit peu, comme le disait M. Cruz, de dérouler le fil de cette notion d'achat durable appliquée à la thématique alimentaire, qui a déjà été évoquée sous un point de vue macro avec les statistiques et cet outil Ma Cantine, mais peut-être d'en reparler aussi de manière un peu plus micro pour voir quels sont les leviers d'action, on va dire, pour les établissements pour acheter plus durable sur ces familles alimentaires. C'est moi qui passe ? Ouais. Ok. Donc ça c'est le menu, si je peux m'exprimer ainsi. Donc l'achat public durable pour commencer. Quelques notions que vous avez peut-être vues ce matin, alors j'étais pas présent pour ma part. Simplement vous dire que sur la thématique et sur la notion de développement durable de manière générale, on a un certain nombre d'objectifs de développement durable posés par l'ONU qui concernent la thématique alimentaire, notamment l'objectif 2 avec cette notion de faim zéro, mais aussi l'objectif numéro 12 avec la consommation et la production responsable, ainsi que les objectifs qui sont liés aux thématiques de biodiversité, 14 et 15, vie aquatique et vie terrestre. Donc on est quand même assez impacté par cette notion de développement durable sur nos productions alimentaires, comme vous le savez sans doute. Un autre aspect qui me paraissait intéressant de mettre en avant sur la partie achat durable, donc, qui est applicable à l'alimentaire comme sur tous les cycles d'achat, c'est le cycle de vie de l'achat. Je ne sais pas si ça vous parle, cette diapo. C'est simplement pour montrer en fait le caractère cyclique et impactant des différentes étapes de production et de consommation des produits, notamment alimentaires, puisque... Ah oui, merci. J'ai pas encore le réflexe. Puisque donc on a cette notion de cycle, comme vous le voyez maintenant, avec dans un premier temps donc les parties de conception, extraction matière, première énergie, ça ne va pas forcément consacrer au premier chef l'alimentaire, mais ça peut consacrer plein d'autres types de produits, notamment dans la santé. Si on pense aux dispositifs médicaux, par exemple, c'est très, très impactant. La fabrication, le transport, l'usage, le tri et la fin de vie. Et donc l'idée, c'est de prendre en considération, enfin sur la thématique de l'achat durable, de prendre en considération l'ensemble de ces étapes pour voir quels sont les leviers disponibles en fait pour être efficaces en termes d'objectifs de développement durable appliqués à la famille d'achat, en l'occurrence là à l'alimentaire. Je passe maintenant donc à une diapo qui là reprend un petit peu les leviers d'action, et j'espère que je ne vais pas être trop technique. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. On est vraiment sur les actes d'achat, et notamment d'achat public, mais ça peut pourquoi pas se transposer à des achats sur le secteur privé non lucratif ou privé lucratif. Puisque donc on voit qu'on a des leviers d'action en termes d'achat, notamment d'achat alimentaire, sur les différentes phases de l'acte d'achat. Donc la phase amont, où ce qui va être très important, ça va être la définition des besoins. Effectivement, si on veut avoir un achat alimentaire durable, il ne faut pas commander que du surgelé ou que des produits alimentaires qui viennent de l'autre bout de la planète. Le sourcing fournisseur va être très important aussi, identifier les sources d'approvisionnement qui vont vous permettre de respecter ces critères de développement durable dans vos marchés alimentaires. En deuxième étape, on a le point dossier de consultation. L'allotissement, notamment dans les marchés publics, va être très important, puisque si vous prévoyez un spectre trop large pour les produits et des lots trop étendus,
vous allez peut-être vous fermer des portes d'approvisionnement locaux notamment. Donc cette notion d'allotissement est très importante. Les spécifications techniques et les recours au label, là aussi, sont prépondérants, notamment pour le respect de la loi Egalim, avec les produits sous sigle SICOS ou les produits bio, bien entendu. La phase de passation avec les critères d'attribution, là aussi, sont très importants. On peut mettre en place des critères d'attribution aux fournisseurs sur la base de performance développement durable, au regard du cycle de vie, notamment, comme je viens de le montrer. Et les conditions d'exécution, notamment en matière de transport, de logistique, là aussi sont prépondérantes pour avoir le respect d'un achat durable. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec cette slide un peu technique peut-être. Ensuite, je passe. Achat durable et restauration collective. Quelques enjeux de l'achat alimentaire listés au regard des objectifs de développement durable. Monsieur Cruz en a déjà évoqué certains, pardon si je suis un petit peu redondant parfois. Donc, à noter une forte demande sociétale pour améliorer la qualité des approvisionnements alimentaires et réduire leurs impacts sur la santé, avec notamment l'utilisation de produits bio, diminution des plastiques, avec risque de migration de substances de type perturbateur endocrinien. Voilà, c'est aussi des clauses et des spécifications techniques qu'il faut inscrire, en tout cas qu'il est souhaitable, on va dire, d'inscrire dans nos marchés, nos contrats d'approvisionnement alimentaire. L'augmentation du prix des denrées alimentaires, bien entendu, que vous n'êtes pas sans ignorer. Le gaspillage alimentaire, je reviens rapidement dessus aussi, avec un focus un petit peu santé médico-sociale, pour dire que c'est là aussi un levier d'action important, parce qu'il reste important aujourd'hui, ce gaspillage alimentaire. Au sein des hôpitaux, ça représente 170 grammes par personne et par repas, et dans les EHPAD, 155 grammes par personne et par repas. J'ai pas j'ai pas l'année exacte de ces statistiques, mais c'est 2017. Bon, on peut imaginer qu'il y a eu une certaine amélioration depuis, mais du chemin reste encore sans doute à faire. Et c'est également coûteux, et donc ça peut aussi nous priver de mobiliser des ressources pour des produits plus vertueux et plus durables, puisque ça représentait en tout cas en 2017, 23 centimes pour 100 grammes de gaspillage. Donc ramener un coût de journée alimentaire, c'est pas non plus négligeable. Également, donc, dans ces enjeux de développement durable alimentaire, une production agricole faisant pression sur la biodiversité, des enjeux d'émissions de dioxyde de carbone majeurs liés aux protéines animales, puisque chaque kilo de viande produit émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. Donc on voit là aussi que les alternatives aux protéines animales sont là aussi des leviers à mobiliser importants, même si on ne peut pas répondre à tout avec. La prise en compte des profils nutritionnels variés des usagers, les régimes, les goûts et aversions, la dénutrition et textures modifiées, que vous connaissez bien, notamment dans les EHPAD ou dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Voilà, diapo suivante. Je reprends un petit peu un certain nombre de notions qui ont été mises en avant. Peut-être à retenir que le besoin, en fait, dans le cadre de cet achat alimentaire durable, peut être assez facilement synthétisant en disant que l'enjeu est d'assurer la qualité nutritionnelle et gustative de la prestation alimentaire, ainsi que la satisfaction des usagers, en limitant le gaspillage et les impacts sur l'environnement. Donc pour arriver à cet objectif, des parties prenantes, fournisseurs alimentaires, de produits de qualité, des producteurs, les chambres d'agriculture, les interlocuteurs du projet alimentaire de territoire, et donc des références, labels, certifications mobilisables, notamment toutes celles des sigles SICOS ou bio que vous connaissez également. Quelques leviers, quelques exemples de leviers, en reprenant cette notion de cycle de vie. Si on est au stade de la fabrication, de leviers à mobiliser pour un achat durable alimentaire. Bon, je ne vais peut-être pas tous les lister parce que le temps file, je pense. Mais je vous en cite quelques-uns, comme ça au niveau de la fabrication, donc la diversification de l'apport en protéines, ou encore la favorisation du fait maison, l'utilisation de techniques de surgélation pour les surplus de production. Voilà, ça peut être ce genre de clause à intégrer dans vos contrats. Pour le transport, l'optimisation des livraisons lorsque cela est possible, par exemple l'utilisation d'un camion bitempérature pour maximiser la quantité transportable, on va dire. En termes d'usage, il y a également des leviers à intégrer dans vos contrats potentiellement. La prescription d'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique, qui doit devenir une obligation, si je ne me trompe pas,
au niveau public pour un certain nombre d'acteurs dans quelques temps. L'examen des retours assiettes pour adapter les menus et les commandes aux différents publics. Si on pense à la fin de vie, cette fois-ci, bon, je ne les cite pas tous, hein, je pense que les slides seront mis à disposition, et de toute façon, l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais de proposer un certain nombre de pistes. Si on pense à la fin de vie maintenant des produits alimentaires, on peut aussi citer des exemples qu'on connaît d'ailleurs dans le secteur sanitaire de redistribution, par exemple auprès du personnel, ou de mise à disposition de denrées alimentaires. De certaines communes, certains hôpitaux le font. Le centre hospitalier Charles Perrins, par exemple, à Bordeaux, a mis en place un frigo à destination de son personnel. Et la commune de Saint-Médard-en-Jalles, je suis désolé, je suis de l'agglomération bordelaise, donc je parle des exemples les plus proches de moi. La commune de Saint-Médard-en-Jalles, là aussi, a mis à disposition un frigo pour ses agents, pour les agents de la collectivité, pour éviter le gaspillage alimentaire. Et aussi, donc, en fin de vie, la mise en place de filières adaptées de valorisation des biodéchets. Voilà, je cite moi aussi une ressource qui me paraît intéressante, donc c'est, où on retrouve d'ailleurs des liens vers le site Ma Cantine, mais il y a le commissariat général au développement durable qui vient de mettre en place, là il y a 2-3 semaines, peut-être un mois, un tout nouveau portail des achats durables, où on retrouve thématique par thématique d'achat les ressources disponibles. Et donc, bien sûr, il y a la thématique alimentaire, mais si vous êtes intéressé à d'autres familles d'achat aussi, vous pouvez aller sur cette plateforme qui reprend donc segment d'achat par segment d'achat les liens intéressants en matière d'achat durable. Et donc, par exemple, pour l'alimentaire, on a un lien vers un closier Egalim qui permet d'avoir une trame de marché respectant ce cadre de la loi Egalim à disposition. Ça peut être intéressant pour les acheteurs de vos structures. Voilà pour le portail achat durable. Et très rapidement, donc juste pour faire un petit focus sur notre groupement de coopération sanitaire Achat Nouvelle-Aquitaine. Alors il y a beaucoup d'informations sur cette slide, je suis en train de me dire. Les informations les plus intéressantes sont sans doute en bas à droite, c'est donc les filières d'achat qu'on porte principalement. Donc on a une filière achat alimentaire, une filière d'achat médicaments, une dispositifs médicaux, une sur l'hygiène, l'entretien, le textile et les produits d'incontinence, les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux et les vérifications techniques périodiques. Transport sanitaire héliporté, ça ne concerne pas beaucoup de monde et personne dans le médico-social, donc voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Pour terminer, juste quelques exemples d'actions aussi que le GCS met en place au bénéfice de ses adhérents et au bénéfice des établissements de santé et médico-sociaux de manière générale dans la région. On agit en matière de déploiement d'une charte de promotion des achats responsables qui a été dans un premier temps développée au niveau des GHT, donc des établissements sanitaires, avec un certain nombre d'engagements de la part des établissements justement en matière de segments d'achat prioritaires en matière de RSE. On est également en phase d'ouverture de nouvelles filières en lien avec les objectifs de développement durable, notamment avec la mise à disposition d'une plateforme de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. J'ai presque fini. On propose également des actions d'accompagnement technique auprès des établissements pour la mise en œuvre de leurs démarches en matière d'achat durable, avec notamment une expertise sur les SPASER. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces documents, c'est les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Alors c'est que pour les acheteurs qui ont un volume d'achat supérieur à 50 millions d'euros par an. Donc bon, c'est pour les gros, mais bon, ça peut aussi être déployé par des plus petits. Hein. C'est une obligation, mais ça peut être aussi un outil dont les plus petits peuvent se saisir. On a également une animation d'un réseau des référents achats responsables en GHT. Voilà, donc tous les 2 mois, on se réunit et on traite un certain nombre de thématiques. Achat durable et des partenariats avec les autres acteurs du territoire engagés sur la thématique. L'ADI Loop Santé, la DSNA, l'association 3R, qui est aussi une base de ressources intéressante en matière d'achat responsable. C'est eux qui ont fait par exemple le closier Egalim dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je passe la parole, du coup il y a Rani qui doit intervenir aussi, je passe la parole à Rani. Bonjour à tous. Bon, je vais être assez rapide parce qu'il y a un peu de pression, j'ai l'impression.
Juste pour présenter le GARA, qui est un groupement d'achat durable qui se veut résolument local. Le GARA propose à ses adhérents qui sont d'environ 150 une offre globale relative à la fourniture de denrées alimentaires et produits affiliés. Les produits affiliés étant tous les films et barquettes qui peuvent être utilisés dans le cadre des thermocelleuses et de produits diététiques. Ces marchés sont construits dans une dimension, on va dire, qui se veut ancrée sur son territoire, hein, où on a un niveau d'allotissement, comme a pu en parler M. Martinez un peu plus tôt sur les marchés publics, qui est ancré sur son territoire, où on a mis 3 zones géographiques, l'Aquitaine, le Poitou et le Limousin. Une prise en compte des saisonnalités des produits denrées fraîches, notamment les fruits et légumes et la viande, hein, parce qu'on a aussi une saisonnalité dans la viande fraîche qui est respectée au possible, hein, en cohérence avec les besoins de ses adhérents. Et une prise en compte, bien entendu, des typicités locales en termes de produits. Hein. On a des adhérents qui, par exemple, préfèrent de la blonde d'Aquitaine en viande et d'autres qui préfèrent de la limousine. Voilà. Et du coup, une offre qui se veut aussi facilitante si on veut respecter les considérations de la loi Egalim in fine. En quelques chiffres, le GARA, ça représente 64 millions d'euros en volume d'achat sur l'année 2023. Donc 139 adhérents qui utilisent les marchés alimentaires purement du GARA. 46% des produits non transformés sont d'origine Nouvelle-Aquitaine, avec 34% s'agissant des fruits et légumes bruts. S'agissant de ces enjeux prochains, là aujourd'hui il faut savoir qu'on est en plein renouvellement de nos contrats. Donc on veut assurer une continuité de sa stratégie d'ancrage territorial en proposant une offre alimentaire locale, bien entendu en cohérence avec les considérations de la loi Egalim, hein, et pour l'année 2025. Pour ce faire, on essaye de mettre en place des critères qui ne vont pas être discriminants sur l'implantation géographique des sociétés. Comme vous le savez peut-être ou pas, dans les marchés publics, cela est interdit. Du coup, on essaye d'avoir une dimension un peu plus environnementale en termes de neutralité carbone ou du moins de diminution des gaz à effet de serre dans leur activité. Et bien entendu, on va essayer de garantir une pérennité dans les échanges qu'on a avec les adhérents, bien entendu d'un côté, et les opérateurs économiques de l'autre. Et c'est tout pour moi. Je vais passer vite. Merci beaucoup. Donc une troisième intervention de la part de Sérénut, qui s'appelait il y a quelques années Linut, pour ceux qui connaissaient. Donc Carole Villemont-Texte va vous présenter Sérénut et ce qu'il peut faire pour vous éventuellement. Merci Martine. Donc en effet, comme Martine vous disait en introduction, certains peut-être nous connaissent sous le nom de Linut. On a existé sous ce nom-là de 2004 à fin 2021, où on était un réseau de santé ville-hôpital implanté sur le Limousin et où on intervenait à l'époque uniquement sur le secteur personnes âgées. Et étant le seul réseau nutrition personnes âgées en France, l'ARS, qui est notre financeur depuis le départ, nous a demandé de travailler sur l'extension de Linut sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça a mené à cette transformation en centre ressources nutrition. Donc maintenant 12 départements et en plus nous avons également le secteur du handicap qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc par rapport aux missions qui ont été donc déterminées avec l'ARS, on a une partie promotion de Sérénut auprès des établissements médico-sociaux et notamment pour indiquer et je dirais prévenir aussi tout problème nutritionnel, que ce soit de la dénutrition, l'obésité, du surpoids. On a une grosse partie amélioration des pratiques professionnelles. On propose donc aux établissements médico-sociaux aussi bien de la formation en présentiel sur site que des temps de sensibilisation, donc sur des temps un petit peu plus courts d'1h30 en visio. Ça peut être alors aussi bien sur les formations que les sensibilisations, ça peut être sur les thèmes du repérage de la dénutrition, sur les troubles de la déglutition, sur nutrition et démence, sur le service du repas également, donc je dirais tout thème relatif à l'alimentation
et à la nutrition. Ça va être également la mise à disposition d'outils sous différentes formes. On a des outils notamment numériques, un logiciel qui s'appelle Kyriel qui permet aux établissements par le biais d'un plan alimentaire de réaliser des menus. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 fiches techniques qui sont à disposition. Dedans où sont calculés les grammages pour tout type de convives, que ce soit de la crèche jusqu'à la personne âgée. Et en plus, on y indique les allergènes. Et sur ces fiches techniques, on aura par la suite un deuxième module où c'est notre travail, je dirais, de poursuivre avec le GARA par rapport aux achats, où ça permettra également de passer commande et surtout d'avoir des tableaux de bord qui permettront également de suivre les éléments de la loi Egalim et ces éléments-là qui pourraient être répercutés dans ma cantine. Après, comme autre outil, on a également un chatbot, c'est un robot conversationnel qui permet de repérer les différents facteurs de risque des troubles de la déglutition. Et de là, il y a un algorithme qui a été réalisé pour avoir derrière une conduite à tenir, ce qui permet de faciliter, je dirais, la prise de décision, notamment des médecins qui ne sont pas présents au moment des repas. En plus, dans les autres outils qu'on vous met à disposition sur notre site internet, vous avez plus de 35 fiches conseils qui sont réalisées. Alors, on en a certaines pour du grand public, mais surtout pour vous en tant que professionnels, sur différentes thématiques. Chaque fiche sont réalisées par nos diététiciennes et validées systématiquement par les médecins du conseil d'administration, dont le professeur Desport, qui est notre président, le professeur Jésus, qui est également sur l'unité de nutrition du CHU, et le docteur Faïmandi. Une autre de nos missions, ça va être également de vous accompagner dans la mise en place d'une politique nutritionnelle favorable. Alors, ça peut être fait sous différentes formes. Notamment, ça va être de vous accompagner à diagnostiquer et prendre en charge les problèmes nutritionnels et notamment la dénutrition. Et pour ça, l'ARS nous a demandé de réaliser des kits, et donc qui se nomme Série-Kit, qui a été également décliné pour le domicile, où vous retrouvez notamment à l'intérieur une fiche de repérage qui reprend les critères de diagnostic de l'HAS, où vous avez par la suite tous les conseils, je dirais, pour mettre en place derrière les conseils nutritionnels, et ça peut aller malheureusement jusqu'à une nutrition entérale. Donc tout un protocole, je dirais que c'est fait sous forme également de protocoles. Vous avez à disposition des protocoles d'enrichissement de façon à ce que soit respecté aussi le fait d'enrichir dans un premier temps avec des produits courants que vous avez en cuisine avant de passer aux compléments nutritionnels qui ont un coût et qui malheureusement ne sont pas toujours bien consommés. L'autre point, ça va être de dépister et prendre en charge les troubles de la déglutition. Donc je ne reviendrai pas sur Clinibot que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et le dernier point, ça va être l'amélioration de la partie restauration qui peut être fait par le biais de notre participation aux commissions de menus et également la validation des menus. Donc par rapport à l'intervention que m'avait demandé le CK, je dirais que moi je vais être là plutôt côté santé, pas purement ce que vous allez proposer aux résidents dans l'assiette, parce que malheureusement on peut avoir un très bon menu, des très bons aliments, mais s'il y a d'autres facteurs, notamment de santé, qui rentrent en jeu, la personne n'aura pas envie de consommer le plat et ça engendrera aussi derrière malheureusement du gaspillage alimentaire. Donc je vais dans ce cas-là moi vous évoquer vraiment les facteurs qui favorisent aussi une bonne alimentation. Juste pour rappeler que la santé aussi, ça passe par l'alimentation. C'est un enjeu du PNNS 4 sur les années 2019-2023, mais qui va être reconduit, où à l'intérieur était notifié de développer des actions de dépistage, de prévention et de surveillance de l'état nutritionnel des personnes en situation de vulnérabilité. On a également dernièrement un avis du Conseil national de l'alimentation qui demande de garantir donc une alimentation qui réponde aux besoins nutritionnels en prenant en compte le plaisir et les habitudes des personnes âgées. On a également dans les collectivités des obligations en termes d'apport nutritionnel pour lequel vous avez un référentiel qui s'appelle le GMRCN qui permet de connaître pour chaque type de convive les grammages recommandés de façon à avoir des apports nutritionnels satisfaisants.
Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est surtout que l'alimentation, malheureusement, c'est souvent le dernier plaisir de nos convives, notamment dans les EHPAD. Donc il faut mettre en place toutes les mesures possibles pour favoriser cette bonne alimentation. Au niveau du repas, donc si on doit, je dirais un peu le définir, pour moi le repas c'est un lieu, c'est un instant, c'est une personne, c'est une situation unique qui évolue tout au long de sa vie, quel que soit l'âge, et pour lequel il faut qu'on prenne en compte différents éléments. Ça peut être aussi l'environnement. Un lieu de restauration qui n'est pas convivial, qui n'est pas adéquat, qui est très bruyant, ça va des fois perturber certains résidents et derrière ils ne mangeront pas. Il va y avoir également l'histoire de la personne. Bien souvent, ses attentes, ses habitudes également qu'elle pouvait avoir à domicile. Sa pathologie va aussi être un facteur à prendre en compte pour l'aider à s'alimenter. Il va y avoir également les troubles de la déglutition. Une personne qui a des troubles de la déglutition, qui a des problèmes au niveau de la bouche, de la dentition, pareil, ça va engendrer des difficultés pour qu'elle s'alimente. Une personne qui est polyhandicapée, par exemple une personne qui a des troubles praxiques, elle va avoir besoin d'une aide humaine ou d'une aide matérielle pour manger son repas. Et un autre point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est tous les troubles psychocomportementaux, notamment pour les personnes démentes en EHPAD. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est proposé dans certains établissements, notamment le manger-main, de façon à ce que la personne puisse déambuler, mais puisse également s'alimenter. Donc par rapport à ces facteurs, comme je vous disais en préambule, il y a le fait de prévenir et dépister les troubles de la dénutrition. Juste pour rappel, donc au niveau de la dénutrition, c'est le bilan négatif entre les entrées en nutriments et les dépenses ou les pertes. Et la dénutrition, rien que chez les personnes âgées en institution, ça représente 20 à 60%. Donc un nombre quand même assez conséquent. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre exact au niveau du secteur du handicap. Juste un petit aparté par rapport à ça, l'ARS a lancé, nous a demandé de monter un questionnaire qu'elle a transmis fin octobre aux établissements. Ce questionnaire va être relancé de façon à ce que vous ayez suffisamment de temps pour y répondre et pour avoir aussi des données chiffrées par rapport à cette pathologie. Par rapport à la dénutrition, de ce qui est constaté, elle diminue la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Ça augmente les hospitalisations et ça augmente le coût de santé. Donc c'est pour ça que c'est un travail, je dirais, au quotidien de lutter contre la dénutrition. Il y a eu dernièrement la semaine de la dénutrition, vous avez pu mener des actions dans vos établissements. Et je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, c'est encore un combat qui n'est pas suffisamment mené et pour lequel on insiste fortement, notamment sur le secteur du handicap, pour vraiment prendre en compte cette dénutrition qui derrière malheureusement limite le bien-être des différents convives. Pour vous donner quand même des chiffres aussi, je dirais un peu financiers, la dénutrition, ça augmente également la fréquence et la durée des hospitalisations, ça augmente les complications. Il y a des données qui étaient sorties, alors elles sont de 2007, mais malheureusement c'est toujours la réalité. Rien qu'au niveau des fractures, ça représente 15 000 € par épisode, plus les frais de rééducation. En termes d'infection respiratoire, c'est 200 € par médicament, plus les examens complémentaires. Et en termes d'escar, c'est de 15 000 à 60 000 € par épisode, plus le coût des différents pansements. L'augmentation des traitements, également par rapport à la renutrition orale, sur tout ce qui est compléments nutritionnels oraux, c'est de 3 à 5 € par jour aux frais des établissements. Donc au lieu d'être obligé de donner ces compléments nutritionnels, on préférait que cet argent passe plutôt sur des produits de qualité qui soient donnés aux différents résidents. L'autre facteur que j'ai évoqué également tout à l'heure, c'est tout ce qui est troubles de la déglutition. Pareil, sur les troubles de la déglutition, en EHPAD, on sait que ça touche 30 à 60%. Un point sur lequel aussi je voudrais évoquer, on a fait un webinaire avec le CECA la semaine dernière
Et en effet, le docteur Garcia nous a remonté des chiffres qui étaient très très minimes en termes de notification du fait que vous avez ces troubles de la déglutition dans les établissements. N'hésitez pas surtout à déclarer ces incidents de façon à ce que derrière aussi on puisse vous accompagner et mettre en place aussi bien par le biais du CECA que par le biais de Sérénut des mesures en place pour le bien-être de vos résidents. Donc par rapport à ces troubles de la déglutition, ce qui est nécessaire, c'est de repérer les facteurs de risque. Ça peut être des fausses routes respiratoires, ça peut être des blocages également pour avaler. Ça peut être également la modification de la voix. Une personne peut avoir par exemple une voix voilée ou une voix gargouillante. Elle peut également tousser, avoir des fuites alimentaires, des problèmes bucco-dentaires et des pneumopathies récidivantes. Après, une fausse route ne veut pas dire systématiquement derrière une modification de texture, où on voit des fois des résidents qui malheureusement ont fait une fausse route et ils restent jusqu'à la fin sur des textures modifiées, alors que des fois la conduite à tenir est simplement par exemple un mauvais positionnement. Donc le fait de repositionner la personne comme il faut peut éviter ces troubles de la déglutition, d'adapter la texture, peut-être juste uniquement passer sur une texture hachée plutôt qu'une texture mixée, des soins dentaires et alors pareil d'aller un peu plus loin, radiovidéoscopie ou fibroscopie ORL quand vous en avez la possibilité. L'autre facteur également à prendre en compte pour avoir une bonne alimentation, c'est également l'amélioration de la partie restauration et notamment par le biais des commissions de menus. Au jour d'aujourd'hui, on voit quasiment des commissions de menus à peu près dans chaque établissement, alors des fois pas régulièrement, mais pour rappel, les commissions, ça doit vraiment permettre aux convives et aux différents représentants du personnel de chaque établissement de s'exprimer sur l'alimentation, sur la qualité et sur les quantités qui sont servies, de valider les menus sur la période à venir. Ça permet également de mettre en place une démarche qualité autour de la prestation restauration. Et ça permet aussi d'établir une communication des différents professionnels. Je ne rentrerai pas dans le détail sur le déroulé de la commission, parce que je pense que Martine se lève, ça veut dire que le temps est un peu limité. Je vous le retrouverai dans les slides où notamment on avait réalisé il y a quelques années un guide de structuration de commission de menu qui a évolué aussi avec, je dirais, le changement des résidents et notamment de la dépendance, où vous retrouverez tout ce déroulé, sachant que sur ces commissions de menu, donc nous on y participe et on essaye vraiment de vous apporter les éléments sous la forme de résolution de problèmes. On entend des fois des relevés d'informations, mais n'est pas déterminée la cause, la conséquence et surtout les actions à mettre en place derrière et surtout de les suivre dans le temps. Un autre point aussi, c'est de proposer une alimentation équilibrée, saine et durable et qui apporte aussi du plaisir aux différents convives. Et pour ça, il y a des règles d'équilibre. Alors en effet, on constate du gaspillage alimentaire dans les établissements, mais il y a ce gaspillage, mais se poser la question de ce qui est fait aussi en amont et voir déjà s'il y a eu les 2 points que je vous ai évoqués tout à l'heure sur la dénutrition, sur les troubles, si un travail a été fait et surtout aussi de respecter un équilibre alimentaire qui va permettre aussi de diminuer cette dénutrition. Je ne vous citerai pas l'équilibre alimentaire pour répondre aux besoins nutritionnels, notamment pour une personne âgée. Juste un point quand même de vigilance, notamment pour les établissements qui travaillent avec des prestataires. Très régulièrement, les établissements nous sollicitent derrière pour leur faire des grilles qualité, pour voir si déjà les menus qui sont proposés respectent cet équilibre alimentaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, on est là aussi pour ça, pour vous aider et pour vous donner matière, notamment quand vous rediscutez vos contrats avec les prestataires. Après, il y a les fréquences aussi des aliments qui vont rentrer dans le cadre également des produits de la loi Egalim. Je vais passer sur le respect. Alors, il y a quand même tout ce qui va être saisonnalité, les habitudes aussi et les goûts de vos différents convives. Juste pour finir sur les différents facteurs, il y a des points aussi à prendre en compte. Ça va être l'installation, le service également du repas, l'aide humaine, l'aide matérielle,
La durée également des repas a un impact derrière pour que la personne consomme entièrement son repas ou pas, les quantités servies. Et pour finir, je vais vous donner un exemple d'un audit qu'on a fait pour un établissement qui nous avait sollicité dans les cadres des appels à projets de l'ARS. Donc au départ, on nous avait demandé de faire un audit sur le service du repas. Juste pour vous situer par rapport à cet établissement, la problématique qu'ils avaient, c'est que depuis le Covid, tous les résidents le soir mangeaient en chambre. Et quelques résidents qui avaient besoin d'une aide humaine mangeaient dans un couloir. L'espace n'était pas du tout adéquat, il y avait un gros risque, il y aurait eu un gros risque d'incendie ou de fausse route dans une autre chambre. Malheureusement, les résidents ne pouvaient pas être évacués comme il aurait fallu. Donc on a fait cet audit pour voir un peu les points qu'il fallait améliorer. On a questionné également les résidents qui en avaient encore la capacité pour avoir leur ressenti. On a fait des formations au niveau du personnel sur le diagnostic et la prise en charge de la dénutrition et également sur le service du repas. Où le service du repas, on s'est rendu compte notamment que les professionnels ne savaient pas ne faire manger une personne notamment qui avait des troubles de la déglutition. Donc ça, c'est un gros point qu'on a retravaillé avec eux. Il y a eu également une réorganisation des lieux de repas. Il y a eu aussi une réorganisation des espaces de vie, de façon à ce que les résidents y aient des animations plutôt fin de journée, de façon à ce que les résidents restent près de la salle de restaurant au lieu de remonter systématiquement dans les chambres. Et on les a également accompagnés pour la mise en place de protocoles d'enrichissement afin de réduire notamment les compléments nutritionnels oraux. Et le bilan de cet audit a permis donc que les résidents redescendent en salle à manger. Alors bien entendu, il y a quelques exceptions, notamment sur des personnes en fin de vie ou c'est des personnes qui peuvent refuser. Mais le nombre est sur 80 résidents, il n'y a eu que 3 résidents qui ne mangent toujours pas en salle à manger. Les résidents ont admis qu'il y avait beaucoup plus aussi de convivialité d'être dans une salle de restaurant que d'être vraiment tout seul dans sa chambre. Il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire parce que les professionnels sont présents pour stimuler, pour aider les différents convives. Il y a une aide au repas qui est beaucoup plus satisfaisante. Il y a moins de risques de fausse route. Il y a eu une diminution également des CNO. Il y a moins de risques aussi en termes d'hygiène. Et ça a permis de vraiment mettre en place aussi un suivi nutritionnel de façon à réduire la dénutrition. Et pour conclure, le personnel est aussi beaucoup plus serein, de façon à ce que, au moment du repas, ils puissent, je dirais, accompagner et voir les résidents au lieu qu'ils soient isolés dans leur chambre. Juste pour finir, je vous ai remis sur la slide nos coordonnées et notre système, je dirais, d'adhésion. Pour les établissements médico-sociaux, il y a 2 types d'adhésion. Une adhésion qui est gratuite et une autre qui a un coût assez minime, qui est de 160 € par an par CEPOM et qui vous permet notamment d'avoir tous les outils style protocole, guide. Ça peut être également toutes les sensibilisations qui sont fournies dans ces 160 €. Donc vous pouvez nous demander des sensibilisations autant que vous le souhaitez sur l'année. Ça sera compris dans cet accord cadre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour être revenu sur cette notion de qualité de l'alimentation qui, évidemment, a un impact sur la qualité de vie des personnes accompagnées. Merci beaucoup. On passe à une prise de parole de Madame Sylvie Cotin, toujours de l'Agence régionale de santé, cette fois-ci sur un écolabel que vous avez développé, si je ne me trompe pas, avec l'AFNOR. C'est dans l'autre sens. Voilà. Je vais trop vite, non, c'est bon. Voilà. Donc les données du Shift Project dans son rapport sur la décarbonation de la santé d'avril 2023, comme vous le voyez, quelques chiffres qui permettent de vous dire que dans le domaine de la santé, les émissions carbone sont extrêmement importantes. Pour vous placer un petit peu le contexte dans le secteur de l'autonomie,
Donc sur le secteur de l'autonomie au niveau des émissions carbone, c'est l'alimentation qui est le secteur qui donne le plus d'émissions carbone, contrairement au secteur sanitaire qui, lui, au niveau des médicaments, a vraiment des émissions carbone les plus élevées. Ça, c'était important de le distinguer pour ne pas faire l'amalgame et dire que c'est uniquement les médicaments dans le secteur de la santé. Alors l'ARS Nouvelle-Aquitaine, au vu de ces chiffres, on est monopolisé depuis un certain temps sur la transformation écologique du système de santé. Transformation parce qu'effectivement on doit tous s'y mettre, qu'il y a un long chemin à parcourir jusqu'à 2030 et qu'il faut donc avancer assez rapidement pour pouvoir répondre à certains objectifs. Nous avons fait partie, comme une autre ARS, qui est l'ARS Grand Est, à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, du groupe de travail avec 5 ministères qui, pour la première fois, ont travaillé ensemble pour élaborer la feuille de route nationale sur la transition écologique. Dans cette feuille de route nationale qui est parue en décembre 2023, vous y retrouverez la mention du soutien national pour l'écolabel que je vais vous présenter très rapidement. Donc à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, le directeur général est extrêmement mobilisé sur la transition écologique depuis de nombreuses années. Il y a pas mal d'actions, notamment une charte des achats durables, qui est signée par tous les GHT, et puis différentes actions qui sont menées depuis de longues dates. Sur la feuille de route qui était à rédiger pour se donner des objectifs prioritaires, 3 priorités ont été retenues. La première, c'est justement d'avoir une idée, un T0 des émissions carbone des établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est à partir de cette cartographie, de cet instant T, qu'on pourra savoir à peu près comment on doit se mobiliser et surtout sur quelle thématique, sur quel poste d'émissions carbone on doit le plus accompagner les établissements. Parce qu'il y a donc les statistiques que je vous présente là, mais ce qui nous intéresse, ce sont les statistiques régionales pour savoir vraiment comment on peut accompagner les établissements. Donc trois priorités. La première, c'est accompagner les établissements à élaborer leur bilan carbone. Et pour ce faire, on a décidé de retenir ce qu'on appelle un BGES, un bilan de gaz à effet de serre, qui est un outil réglementaire qui permettra aux établissements de mesurer leurs émissions carbone. Ce bilan, il est normalement obligatoire pour les structures qui ont au moins 250 salariés. À l'ARS, nous avons décidé d'accompagner toutes les structures pour réaliser leur bilan carbone. Toutes les structures qui seront volontaires pour le faire et qui ont évidemment moins de 250 salariés ou plus, mais en tout cas qui seront volontaires si elles ont moins de 250 salariés. Ces bilans, on en a vu quelques-uns, puisque ceux qui sont soumis à le faire ont déjà déposé leur bilan sur la plateforme de l'ADEME, et nous avons pu constater de très fortes incohérences dans les données qui sont ramenées. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'aller chercher des données de ces émissions carbone. L'ANAP a sorti un outil qui permet à l'aide des bilans comptables d'aller chercher ces données et puis en allant regarder l'outil de l'ANAP, vous aurez une première vision à partir des données comptables des établissements de vos émissions carbone. Nous avons missionné une structure d'appui qui permettra d'accompagner les établissements non seulement à réaliser ces bilans, mais aussi à savoir quelles actions il faut mettre en place derrière. Et grâce au GCSHA, nous avons pu également faire un marché qui permet d'avoir une personne, par le biais d'un outil, qui accompagnera les gens à réaliser leur bilan carbone et surtout qui les autonomisera. Pourquoi ? Parce que les prestataires qui font des bilans carbone aujourd'hui des établissements pullulent avec des variations de coûts qui sont extrêmement importantes, qui peuvent aller de 4 000 à 45 000 euros. Donc notre but, c'était de vous accompagner, de vous aider à trouver la structure qui vous permette donc de faire ce bilan, mais au meilleur coût. Et surtout de vous autonomiser derrière pour que vous puissiez régulièrement mettre à jour vos données carbone et savoir quelles sont vos émissions et comment agir sur vos émissions. Donc ça, c'est une des premières priorités qu'on a mis en place. La deuxième, c'est sur la juste prescription. Et là, nous avons missionné l'Omédit, qui travaille de toute façon avec l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie est également mobilisée sur cette juste prescription pour travailler avec les professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, pour voir
comment, je ne vais pas dire réduire parce que le mot serait un peu réducteur, c'est le cas de le dire, c'est plutôt d'aller travailler avec les professionnels sur le fait de ne pas prescrire quand ce n'est pas nécessaire ou de prescrire en quantité suffisante. Pour cela, au niveau de l'industrie des médicaments, et ce n'est pas le même ministère, il y a un gros travail qui est mené sur les blisters et sur la façon donc d'avoir des boîtes de médicaments qui contiennent des traitements et des nombres de cachets ou autres qui correspondent vraiment au traitement dont le patient a besoin, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième axe. La troisième priorité, c'est donc ce référentiel. Donc ce référentiel, il est bâti par des acteurs, il a été fait avec l'AFNOR, et le but, c'est vraiment de pouvoir labelliser les établissements. Dans ce référentiel qui est accessible donc sur le site de l'AFNOR avec votre adresse mail, c'est un document qui s'appelle AFNOR Spec 2211. Vous aurez la correspondance et le lien vers cet outil. Mais ne soyez pas surpris, vous y mettez votre adresse mail, ça vous permet de télécharger ce référentiel et votre nom apparaîtra ensuite quand vous aurez téléchargé le document. Cette façon de faire de l'AFNOR évitait de mettre dans le panier et d'acheter à un montant zéro le document en question, puisque l'AFNOR vend également des productions. Donc sur ce référentiel, vous trouverez une déclinaison en 9 chapitres qui sont mentionnés ci derrière et qui sont destinés aux établissements qui ont de l'hébergement et de la restauration uniquement. Donc, pourquoi ? Parce que donc, l'ensemble de ces critères pourra permettre de labelliser vraiment un établissement qui propose de la restauration et de l'hébergement en répondant aux critères donnés. Donc, cette labellisation, elle va permettre aux établissements d'abord de répondre à certains critères qui seront dans le référentiel HAS sur le développement durable et donc déjà de rendre compte à ce niveau-là, mais aussi d'être prêt pour toutes les mesures pour l'agenda 2030 sur ce qui est développement durable en matière de restauration et d'hébergement. Alors vous l'aurez vu sur les différentes thématiques que je vous ai mentionnées, il y a évidemment un peu plus que juste l'hébergement et la restauration, puisqu'on voit l'environnement, les transports, les déchets, la blanchisserie, etc. Mais tout cela rentre dans un cadre bien précis qui vous permettra d'être labellisé dans les domaines et qui viennent en fait des normes du tourisme. C'est comme cela que sont normés et labellisés certains hébergements touristiques. Donc, la dernière chose que je voulais vous dire, parce que moi j'ai essayé de faire assez rapide, voilà, c'est que pourquoi une norme ? Eh bien, une norme NF Environnement, parce que ça a du sens, parce que c'est reconnu, parce que l'idée ce serait d'en faire même une norme européenne et que nous soyons donc en Europe reconnus pour la labellisation de nos structures de santé qui hébergent et qui restaurent les patients. Voilà, je vous remercie.